Voilà, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, Caroline vous l'a dit, donc je ne travaille pas, moi, dans le domaine de la didactique du français langue maternelle, mais bien du français langue étrangère. Donc c'est de là que je vais vous parler aujourd'hui. Moi, j'avais envie de partir des étudiants, de ces étudiants allophones, plurilingues pour la plupart, on va en parler aujourd'hui. Partir des étudiants pour réfléchir à partir d'eux, de leur parcours, leur trajectoire, leur répertoire linguistique, penser des dispositifs didactiques qui pourraient leur permettre d'affronter, de gérer la diversité des genres écrits qu'on leur demande de produire dans l'enseignement supérieur. Donc il n'y a pas évidemment une catégorie d'étudiants allophones. Il faut bien imaginer que derrière mon titre, il y a une diversité de parcours, de profils, si on peut parler de profils d'étudiants, de répertoire. Je parlais de répertoire linguistique, des langues d'origine, certaines langues familiales, certaines langues de scolarisation antérieure, on va voir en fonction des parcours de chacun. Donc ce sont tous des facteurs évidemment qui vont intervenir dans leur rapport à l'écriture, on en a un peu parlé tout à l'heure, le rapport à l'écriture des étudiants, et aussi dans les stratégies qu'ils vont mettre en place pour gérer leurs apprentissages et les productions, la compréhension et les productions écrites qu'ils doivent maîtriser dans l'enseignement supérieur. Alors, je vais vous parler un petit peu rapidement de la situation linguistique à Bruxelles. Alors, je ne sais pas si je suis une spécialiste de la situation du multilinguisme à Bruxelles. J'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai enseigné, j'y ai étudié. Donc voilà, maintenant, je n'ai pas fait d'études vraiment sur le terrain bruxellois. Donc là, je vais rapidement vous donner un aperçu de la situation linguistique à Bruxelles à partir de travaux qui ont été menés par la VUB, par Rudy Janssens, qui a publié l'ouvrage que vous voyez là, le multilinguisme urbain, le cas de Bruxelles. Donc il propose en fait une photographie de la situation bruxelloise à partir d'enquêtes qu'il a réalisées. Donc ce sont des enquêtes le baromètre linguistique, le TAL Barometer, ce sont des enquêtes qui sont réalisées depuis 2001, tous les 5 ans à Bruxelles. Et qui permettent d'avoir une idée plutôt des attitudes, des langues parlées, surtout des attitudes des Bruxellois par rapport à leur langue. Donc, il ne s'agit pas de normes mesurées objectivement, il ne s'agit pas de mesurer les connaissances effectives des différentes langues parlées, mais d'avoir une idée de la diversité culturelle linguistique à Bruxelles. Donc voilà, vous avez les chiffres là, vous les lisez très bien sans moi. Peut-être ceci qui est intéressant, voir que il y a évidemment une évolution entre le premier baromètre de 2001 et le dernier qui a été fait en 2018, où voilà, j'ai pu noter que on a toujours évidemment une grande diversité de langues parlées. Je ne vais pas parler du néerlandais ici, ça pourrait être tout à fait intéressant, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Ici, je veux plutôt parler des étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous dans différents types de mobilité, on va en parler. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, la langue turque ou la langue berbère, qui ont été un temps dans le top du classement, je vais dire, sont aujourd'hui remplacées par d'autres langues, comme par exemple le roumain, le bulgare ou le polonais. Donc voilà, évidemment, ce profil socio-démographique de la population bruxelloise, on va le retrouver dans nos cours, dans nos classes, évidemment, dans les écoles, dans les universités, dans les hautes écoles. Peut-être noter aussi qu'il y a une augmentation significative de 20% de la population bruxelloise entre le premier baromètre et le dernier, dû notamment au mouvement migratoire, dû justement à ce qu'on appelle un solde externe positif migratoire. Donc voilà, donc ça c'était pour avoir un peu le contexte général. Alors je me suis dit que ça pouvait vous intéresser d'avoir aussi une photographie de la situation dans l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'ai pas de chiffres exacts, je n'ai pas trouvé de chiffres précis pour Bruxelles, mais voilà, ça vous donne de toute façon des informations, je pense, intéressantes. Donc 210 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, parmi eux, 21% d'étudiants étrangers, donc qui n'ont pas la nationalité belge, d'accord, parmi eux, 15,7% d'étudiants européens,
Et notez ici, évidemment, un étudiant sur 2 est français. Vous savez que, notamment dans le domaine des sciences de la santé, vous avez énormément d'étudiants étrangers qui, là, pour le coup, ne sont pas allophones, sont francophones, et qui, voilà, jusqu'à 30% d'étudiants étrangers donc, dans le domaine des sciences de la santé paramédicale. Alors là, on parle d'étudiants réguliers, c'est-à-dire les étudiants qui sont inscrits comme tout autre étudiant dans l'université ou dans la haute école. À côté de ça, il y a aussi les étudiants Erasmus que vous connaissez bien. Vous savez que ces mobilités étudiantes européennes et même hors Europe sont devenues la norme aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Quasiment tous les étudiants font une mobilité. On accueille chaque année entre 2300 et 2500 étudiants Erasmus In, et vous voyez là qu'on a majoritairement des étudiants qui viennent d'Europe du Sud, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Italie, Espagne, des Français, des Allemands, des Polonais. Donc voilà quelques informations qui me semblaient intéressantes à vous donner. Alors, donc évidemment, comme je vous le disais, grande diversité de profils, on voit, à la fois culturelle, linguistique, avec aussi derrière des histoires vécues, des parcours, des trajectoires, une mobilité, des migrations, tous ces termes, on les entend. Mais voilà, derrière, il y a des personnes, des situations à chaque fois particulières. Ce que je peux dire de manière générale, c'est qu'il y a eu évidemment une évolution très importante entre le type de migration qu'on a pu connaître dans le passé chez nous, avec des migrations surtout pour du travail, avec une demande du pays d'accueil, chez nous en Belgique, avec à la suite de ça un regroupement familial et une installation à relativement long terme sur le territoire. Aujourd'hui, les mobilités de manière générale sont beaucoup plus complexes. Chez nous, elles ont beaucoup changé. On a beaucoup de réfugiés climatiques, politiques, vous le savez. On a aussi ces étudiants en situation de mobilité qui ne parlent pas le français, qui viennent suivre une partie de leur cursus chez nous. Donc voilà, on n'est plus dans l'aller simple définitif, comme le dit bien ici Murphy-Legène, j'aimais bien cette citation, mais dans des parcours qui doivent se concevoir de façon beaucoup plus continue et multiple. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je pense que c'est important de savoir cela pour pouvoir mieux accompagner les personnes qu'on a face à nous. Alors, il y a des sociologues qui ont proposé des typologies, celle de Vincent Kaufmann, par exemple, où il explique que quand on parle de migration, on est plutôt justement dans cette idée d'installation à long terme. À côté de ça, on a des voyageurs qui, eux, sont dans un processus plutôt de retour à court terme. Il y a aussi ce concept de mobilité quotidienne qui est assez intéressant, c'est-à-dire que chacun de nous, on va se déplacer dans différentes sphères sociales au quotidien, entre la sphère du travail, la sphère familiale, la sphère scolaire, académique, et évidemment ça implique des déplacements, des rencontres, notamment au niveau linguistique. Et donc c'est vrai que savoir que nos étudiants ne parlent pas peut-être la langue dans laquelle on leur demande d'écrire, ne la parlent pas à la maison, ça va avoir un impact vraiment important sur leurs apprentissages et leurs pratiques scripturales notamment. Alors j'avais envie d'ajouter aussi par rapport à ces typologies le fait qu'il faut bien distinguer aussi des mobilités qui sont spontanée de mobilité organisée. Un étudiant qui volontairement vient étudier en Belgique parce qu'il a envie d'étudier dans telle université, telle haute école, telle discipline, tout à fait librement, sans cadre, et à côté de ça, une mobilité qui est complètement organisée comme le type Erasmus, ça n'aura évidemment pas les mêmes, les enjeux ne seront pas les mêmes, les problèmes ne vont pas être les mêmes. Et de la même façon qu'évidemment, il y a des mobilités volontaires et des mobilités forcées. On pourra y venir avec parfois des parcours très difficiles et des personnes, des étudiants qui ne sont absolument pas en état d'apprendre quoi que ce soit quand ils arrivent dans vos cours. Importance aussi à accorder peut-être à la dimension temporelle, c'est-à-dire que
évidemment, quelqu'un qui arrive sur le territoire, qui va entamer des études supérieures, bon, certains vont rester, imaginent s'installer, d'autres pensent retourner au pays, ou encore d'autres sont vraiment en transit. Je pense à la situation de certains réfugiés qui ne vont pas passer qu'un bref temps chez nous et qui ont d'autres projets de vie. Et donc tout ça va aussi avoir des implications sur le type de mobilité qu'on peut imaginer au point de vue linguistique, culturel, la décentration aussi que ça exige, ce genre d'expérience, par rapport à ce qu'on a connu avant, à ce qu'on nous demande de connaître, de maîtriser, etc. quand on arrive, et ce qu'on attendra ensuite, et quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir. Alors, pour en venir aux questions didactiques, vous m'excuserez d'avoir pris du temps, mais je trouvais ça important de situer, parce que voilà, on parle, je pense que ça a été bien dit, on parle de personnes. Marie-Christine parlait tout à l'heure de souffrance par rapport à l'écriture, et voilà, je trouvais que c'était... J'avais envie de passer par là avant d'entrer dans des questions plus didactiques, plus pédagogiques. Alors, il y a évidemment des réponses proposées. Il y a la didactique du français langue étrangère, la didactique du français langue de scolarisation, langue d'apprentissage. Aujourd'hui, on entend ces termes-là régulièrement. Le français sur objectif universitaire. Donc là, on est face à des catégories didactiques. On ne parle pas d'une langue différente. C'est pas nécessairement ça, même si évidemment la langue de scolarisation, la langue académique a ses spécificités. Mais ça va être surtout dans les objectifs et les projets aussi, enfin, les objectifs qu'on vise et les attentes des personnes. L'approche français langue étrangère, elle va plutôt se centrer sur la langue de socialisation, la communication au quotidien. On va partir de situations de communication quotidienne. Ce sont les méthodes qui dominent aujourd'hui en didactique de français langue étrangère. À côté de ça, voilà, il y a toute la problématique de la langue de scolarisation qui a été bien montrée ce matin. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui a été dit, mais donc évidemment il va falloir réfléchir à partir de quand est-ce qu'on peut vraiment entrer dans ce discours scientifique, parfois très technique, avec un étudiant, un apprenant allophone, qui doit apprendre, qui cumule les difficultés, puisqu'il doit apprendre la langue étrangère, développer des compétences orales solides avant de pouvoir entrer pleinement dans l'écrit, et en particulier dans l'écrit académique avec ses normes et toutes les difficultés en termes de posture énonciative, de genre de discours spécifique, etc., dont on a parlé. Ce qui fait que les institutions aujourd'hui, en général, je ne pense pas me tromper là-dessus, exige le niveau B2. Je vous renvoie au cadre européen commun de référence. J'imagine que tout le monde s'est déjà retrouvé dans une classe de langue étrangère ici et a entendu parler de ces fameux niveaux. Pour vous donner une idée des compétences qu'on attend d'un étudiant qui a un niveau B2 en français, ça correspond à ce qu'un élève de 3e secondaire francophone est censé produire à l'écrit. D'accord, je cible, là, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail des descripteurs, mais du niveau. Mais donc, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui est attendu. Et donc, évidemment, il s'agit déjà d'avoir de solides bases avant de pouvoir entrer dans des productions langagères plus complexes comme on peut les attendre dans l'enseignement supérieur. La réalité, c'est que beaucoup d'étudiants n'ont pas ce niveau. Là, je vais peut-être juste dire un mot sur, rapidement, je vous disais, il n'y a pas évidemment une catégorie d'étudiants allophones, mais par contre, on peut quand même dégager quelques spécificités qu'on va retrouver chez ces étudiants et qui vont être déterminantes pour pouvoir les accompagner. Ça va être le fait qu'ils sont dans une situation d'acquisition d'une langue étrangère, donc il s'agit bien là de se dire qu'ils n'ont pas cette grammaire implicite que nous avons en tant que francophones. Je dis nous, même si j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui parlent d'autres langues ici, mais disons que le francophone, qui a appris précocement en tout cas le français, aura développé d'abord une grammaire implicite qui va s'agir d'expliciter. C'est ce qu'on va faire dès l'école primaire.
L'apprenant allophone, on est dans une toute autre situation, puisque on va devoir développer cette grammaire implicite. On va pouvoir passer par l'explicitation à certains moments, mais certainement pas avec des grands débutants. Donc c'est en ça qu'évidemment la méthodologie du français langue maternelle va être inefficace, en tout cas avec des débutants en langue étrangère. Ça fait qu'évidemment, ils sont dans un processus d'apprentissage qui prend du temps. Donc, comme je le disais, ils vont passer par différents paliers, ce qu'on appelle les interlangues, par lesquels n'importe quelle personne qui apprend une langue étrangère va passer. Et donc, en fonction de l'interlangue, du niveau auquel ils vont être, ils ne vont pas pouvoir tout intégrer en même temps. Donc il y a évidemment et en l'occurrence des choses qu'on exige quand on demande d'écrire à l'université, qu'un débutant sera absolument incapable d'assimiler. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, je dirais, c'est l'expérience de mobilité avec le parcours scolaire, le parcours antérieur des étudiants, voir quelles sont les cultures éducatives. On en a un peu parlé de la dimension culturelle tout à l'heure. La dimension culturelle, les traditions éducatives par lesquelles les étudiants sont passés, qui vont aussi avoir un impact sur leur rapport à l'écriture en français. Et alors, le dernier élément, je dirais, c'est leur plurilinguisme. C'est-à-dire qu'en général, les étudiants parlent au moins deux langues dans la situation, voire plusieurs. Plurilinguisme ne veut pas dire qu'ils maîtrisent parfaitement ces différentes langues, qu'ils ont des compétences partielles, approximatives dans ces différentes langues. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les recherches montrent, et ça fait plus de 50 ans, mais aujourd'hui on en parle beaucoup plus, que ces différentes langues, ces différents acquis antérieurs dans différentes langues, soit en langue d'origine ou d'autres langues étrangères, vont vraiment être des leviers pour l'apprentissage. Or, actuellement, dans le système éducatif, ce plurilinguisme reste ignoré majoritairement. Je parle de cela, que ce soit au niveau fondamental, secondaire ou dans l'enseignement supérieur. J'en parlerai un peu dans mes conclusions, mais il y a une doxa monolingue qui reste prédominante dans notre système éducatif, à la différence d'autres systèmes éducatifs. Et donc voilà, ça va être aussi un point important, c'est-à-dire aller chercher dans le répertoire de l'étudiant des ressources pour vous aider dans vos enseignements à vous. Alors j'avais envie de partir, pour être un peu toujours dans cette même idée, partir du cas d'une étudiante que je vous propose d'analyser rapidement ici. Rebecca, je l'ai rencontrée dans le cadre d'une recherche que j'ai faite dans une université québécoise. Donc voilà, on s'éloigne encore plus de Bruxelles. Et donc, Rebecca, c'est une étudiante régulière. Donc, elle a choisi de s'inscrire dans une université québécoise. Elle est colombienne d'origine. Donc là, elle étudie le travail social au Québec. Elle est en 3e année. Et elle est plurilingue. C'est-à-dire qu'elle parle l'espagnol, c'est sa langue maternelle, on va dire, sa première langue. Et puis, elle parle également le français, l'anglais et le japonais. Alors, son parcours va être intéressant parce que vous voyez que donc elle a étudié dans une université colombienne avant, donc ce ne sont pas ses premières études supérieures. Elle a déjà fait un bachelier en sciences du langage, en études socioculturelles. Et donc, on va voir qu'elle va devoir passer d'une communauté universitaire différente, une langue différente, et en même temps, on parlait de l'ancrage disciplinaire tout à l'heure, on en a parlé longuement, ça va être une des grandes difficultés pour elle. Ça va être finalement, au-delà de la difficulté de la langue, de se retrouver dans un contexte tout à fait différent, avec des normes différentes. Ça va être aussi cet ancrage disciplinaire des textes. Et elle explique ici, on voit, moi je me suis surtout intéressée à comment ces étudiants développaient une conscience réflexive justement, sur une réflexivité sur la langue,
liées à leur expérience de l'altérité. Et donc voilà, ici vous avez un extrait d'entretien que j'ai mené avec elle, où je lui demande de me parler des genres textuels qu'on lui demande de produire à l'université là au Québec, et elle essaie de me les définir. Et on voit qu'elle nous dit, et c'est surtout, je ne veux pas dire, ce ne sont pas des essais, ça demande plus de répondre à des questions ponctuelles, tu dois utiliser les concepts du travail social. Avant, j'avais fait un bac en langage et études socioculturelles, où c'est un domaine complètement différent. Ce sont des essais, des dissertations, mais en travail social, c'est plus fermé, c'est plus une analyse du contexte, répondre à la question, c'est plus fermé, tu n'as pas l'ouverture. Vous voyez qu'elle essaye de définir ce qu'on attend d'elle. Autant dans ses études antérieures, on voit qu'elle arrive à étiqueter ce que c'est qu'un essai, ce que c'est qu'une dissertation, ça a l'air assez clair pour elle, elle savait ce qu'on attendait d'elle. Autant là, on voit le flou dans ce qu'on lui demande comme type de genre de texte à produire dans le cadre de ses études au Québec. Alors elle va essayer on va voir ici par exemple qu'elle va essayer de partir du positionnement énonciatif, de l'organisation textuelle aussi. Elle parle de, enfin, elle ne le dit pas évidemment, elle n'utilise pas ce jargon-là, c'est moi qui le mets, qui mets mes mots dessus, mais on voit qu'elle dégage des séquences plus descriptives, narratives, des séquences plus argumentatives. Elle parle d'une réflexion personnelle. Et puis tu développes, c'est ce qu'on lui demandait avant. Elle parlait d'ouverture, c'était ça en fait, c'est ce positionnement énonciatif. On demande finalement de parler, peut-être pas de donner son point de vue, mais quand même de mettre plus de sa personne dans son texte, alors qu'ici c'est plus professionnel. On ne doit pas donner son opinion, c'est plus technique aussi. Donc là, elle va mettre en avant toutes des spécificités liées à la discipline même dans laquelle elle doit étudier. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'elle va développer, comme je le disais, cette réflexivité. Alors, bien sûr, elle a étudié les sciences du langage avant. Elle a donc un long parcours. Je pense qu'elle a bien sûr cette conscience métadiscursive qui est sûrement liée aux études qu'elle a faites avant. Mais on voit aussi bien que c'est vraiment l'expérience d'autre chose, de la difficulté à laquelle elle rencontrait dans les exigences par rapport aux écrits qu'elle rencontre au Québec, qu'elle va développer toute cette réflexivité. Alors ce qu'on voit, c'est qu'elle va systématiquement définir son expérience des écrits en langue 2, en langue étrangère, par rapport au modèle qu'elle connaît. Et donc ça va être une spécificité de l'écriture en langue étrangère, c'est que la dimension discursive pragmatique, qui est très très importante dès le moment où on planifie son texte, fait appel à cette mémoire à long terme. Donc il y a ce qui relève du processus d'écriture, mais aussi la mémoire à long terme et tout ce qui est environnement de la tâche qui va être très important. Et pour un scripteur allophone, ça va être évidemment déterminant, puisqu'on voit qu'en fait, ce sont des modèles de texte en langue première qui vont être activés. Ce sont toutes ces connaissances rhétoriques dans la langue première qui dominent. Et il n'y a pas de transfert immédiat possible, on le voit, entre ce qu'elle connaît et ce qu'on lui demande de faire. Ça m'amène à vous parler, dire un mot des travaux qui ont été faits en rhétorique contrastive, qui me semblent aussi être très intéressants quand on est face à ce public, d'étudiants migrants, mobiles. C'est le fait qu'on va avoir de grandes variations entre des écrits en français, académiques en français, même si évidemment il y a cet ancrage disciplinaire, il y a aussi un positionnement énonciatif quand même spécifique aux écrits qu'on demande de produire en français qui ne va pas être le même dans toutes les cultures éducatives. Donc par exemple j'avais noté le fait qu'on lui dise qu'il doit y avoir moins d'implication personnelle, on doit être dans des textes moins spontanés. Donc ça renvoie à l'utilisation du jeu dans nos textes. On évite d'exprimer ses sentiments personnels dans un texte scientifique, alors que si on va voir par exemple en Italie, on va au contraire demander à l'étudiant, et en Colombie c'est la même chose, Rebecca m'en a parlé, on va plutôt aller lui demander de puiser dans son expérience personnelle. Dans sa réflexion, sa sensibilité. Même chose, Christiane Donahue, dont on a parlé tout à l'heure, a montré que, par exemple, aux États-Unis, on va demander « Qu'en pensez-vous » Et donc,
alors qu'ici, on va avoir tendance à se retirer, s'effacer, cet effacement énonciatif, derrière une communauté savante, derrière un on, un nous, et surtout ne pas trop s'impliquer dans son texte. Dans d'autres cultures éducatives, ça va être tout à fait l'inverse. Un autre point qui me semble intéressant, c'était le plan, par rapport au plan de texte. Autant chez nous, on va avoir tendance à énoncer des questions de recherche, par exemple, en introduction, et à seulement y répondre ensuite. Dans l'essai anglo-saxon, ça va être plutôt posé dès le départ. On va tout de suite donner les résultats et puis arriver ensuite et puis proposer la démonstration. Dans l'enchaînement aussi, beaucoup plus explicite, l'enchaînement des idées, les organisateurs textuels sont prépondérants dans nos écrits, alors que par exemple, au Japon, on va beaucoup plus travailler sur l'évocation, l'allusion. On va laisser un vide suggestif. Les travaux de Takagaki, je ne me suis pas trompée, expliquent très bien cela, qu'on va laisser finalement au lecteur, on va essayer d'aller stimuler son imagination et donc travailler beaucoup plus à partir des implicites. Alors que nous, on leur demande d'expliciter, d'articuler. Le rôle de guide aussi du scripteur vis-à-vis du lecteur, là aussi, c'est pas partout pareil. Donc on va avoir tendance à demander à nos étudiants de tout expliciter en feignant que notre lecteur ne sait rien. Vous connaissez cet exercice assez artificiel qu'on leur demande de réaliser. Dans le travail de recherche, dans les travaux de recherche par exemple, le mémoire, alors que voilà, dans d'autres cultures, on va laisser au contraire le lecteur, on va laisser la responsabilité de la compréhension au lecteur, on va se permettre beaucoup plus de digressions, alors que ça ne va pas être, au contraire, nous on va essayer justement de limiter cela. Alors, un mot, je vais terminer, j'imagine que ce serait bien que je termine, je vais essayer d'accélérer un peu. Vous avez une longue matinée, et voilà, Caroline doit encore intervenir, donc je passe rapidement, mais les consignes, on en a déjà parlé ce matin avec Anne-Sophie Romainville. Donc évidemment, il ne s'agit pas là de question de comprendre, c'est pas tant les mots qui vont poser problème, mais ça va être la finalité des textes, ce qu'on attend de l'étudiant, et on va voir ici que par exemple, voilà, ne comprend pas ce qu'on lui veut, ce qu'on lui demande, et elle va mettre en place des stratégies. Ça que j'avais aussi envie de vous montrer, c'est que vous avez un rôle à jouer, mais les étudiants font des choses aussi très bien eux-mêmes. Elle va mettre en place des stratégies pour s'aider dans la rédaction. Elle va demander à l'enseignant des explicitations, elle va comparer avec d'autres écrits, et elle va notamment mentionner l'importance des genres modèles, c'est-à-dire que avoir un modèle de ce qu'on attend, mais ça va être un modèle implicite, là, pas besoin d'explicitation nécessairement, ça va être pour elle tout à fait indispensable. Et là, elle explique aussi, anecdotique, mais intéressant quand même, le fait que les autres étudiants ne veulent pas donner leur production écrite comme modèle, parce qu'ils ont peur du copier-coller, du plagiat. Ça aussi, on pourra en parler longuement, le rapport au plagiat d'une culture à l'autre. Et donc, difficile aussi d'aller chercher des ressources auprès des étudiants. Donc ça peut être aussi une piste, si vous avez peut-être là un rôle intéressant à jouer. Alors, aussi un point que je voulais soulever, c'est malgré, on voit sa conscience vraiment métadiscursive, on parlait du saut discursif tout à l'heure, qui caractérisait finalement les écrits dans l'enseignement supérieur. Ici, on voit toujours ce souci de la norme grammaticale, de la norme orthographique, qui va être dominant. Qu'est-ce qui te pose le plus problème quand tu écris en français? C'est la langue, c'est la grammaire, c'est la syntaxe, alors que cette étudiante est ultra compétente. Elle est bien au-delà d'un niveau B2 en français, elle écrit. Et malgré cela, voilà, qu'est-ce qu'elle mentionne? Par exemple, les calques de l'espagnol vers le français, des expressions idiomatiques qu'elle va transposer en français qui ne fonctionneront pas. Et derrière ça, il y a toute une censure, une sanction de la faute, encore, pas de l'erreur, de la faute,
de la part des enseignants, dont elle a témoigné, que j'ai pu observer aussi, parce que j'ai aussi interviewé beaucoup d'enseignants dans plusieurs départements. Et pour vous donner une idée, en travail social, où finalement l'accent n'est pas mis particulièrement sur la maîtrise de la langue, il y a 10% de la note qui est attribuée à ce qu'ils appellent la qualité de la langue. Donc c'est purement la grammaire, l'orthographe. En langue et lettres, département de langue et lettres, on est à 20% de la note. Et ce sont des sanctions qui tombent autant pour les francophones que pour les allophones. Donc là aussi, il y a évidemment des questions à se poser. Alors, je terminerai peut-être par là et puis par quelques pistes et un outil que j'avais envie de vous montrer, qu'on est en train d'essayer de créer. On sait donc que quand on écrit en langue étrangère, on observe que la mise en texte va rester prioritaire. On va s'acharner plutôt sur la bonne formulation des idées que sur les idées elles-mêmes, ce qui fait qu'on va délaisser la planification et la révision va être surtout consacrée à l'orthographe et à la grammaire. Donc voilà, ça c'est un constat. Je passe, c'était sympa pour vous montrer que plus largement, écrire sans faute restait dominant chez les étudiants. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est qu'on voit que chez ces étudiants, pour ceux que j'ai pu rencontrer, qui parlent tous donc plusieurs langues, qui font cette expérience de l'enseignement, l'apprentissage dans une autre langue, il y a cette conscience métalinguistique, métadiscursive qui va se développer, avec ou sans l'aide de l'enseignant. Et ça, malgré le fait qu'on ne valorise pas ce plurilinguisme, et c'est lié justement à ce plurilinguisme. S'ils développent leur conscience méta de cette façon, c'est parce qu'ils sont dans une démarche de comparaison, d'analyse, de qu'est-ce qui se passe dans ma langue, qu'est-ce qui se passe dans quel genre de texte j'ai dû produire, etc. Et ils vont transférer leurs compétences, les adapter, les comparer pour faire autre chose éventuellement dans la langue étrangère. Et ce, malgré donc sa monolingue dont je parlais tout à l'heure, cette tradition très normative aussi du français. Vous savez que le francophone est puriste, je ne vous l'apprends pas. Et donc il y a quand même ce souci de la correction qui reste prédominant. Mais malgré ça, on voit vraiment qu'il y a cette démarche naturelle qui se fait et que je pense qu'il s'agit de promouvoir et de développer encore plus. Alors oui, on observe dans les écrits que les idées vont être peut-être moins structurées, les textes vont être peut-être moins bien organisés, plus courts évidemment qu'en langue d'origine, qu'en langue première ou langue de scolarisation antérieure, mais on voit qu'il y a un transfert de compétences qui se fait, surtout si on a déjà un bon niveau linguistique. Ça implique donc de peut-être réfléchir à comment on peut outiller un maximum ces étudiants pour les soulager de toute la dimension correction grammaticale, norme grammaticale, orthographique, pour qu'ils puissent se concentrer sur autre chose. Et que voilà, indéniablement, ils ont recours fréquemment à leur langue première lorsqu'ils rédigent, au moins aux deux langues quand ils rédigent. Donc voilà, alors je plaide clairement pour inclure les langues des étudiants dans l'apprentissage dès la maternelle. Donc ce n'est pas à vous de faire toutes les choses. Et je parle là aussi des enfants issus de l'immigration, dont je n'ai pas parlé, qui pour moi sont des francophones, mais qui parlent une autre langue à la maison. Et qui donc doivent se familiariser avec d'autres pratiques langagères. Vous le savez bien, on ne va pas revenir là-dessus. Mais clairement, les recherches qui sont, me semble, porteuses actuellement montrent que la prise en charge de ces langues d'origine dans les apprentissages sont vraiment bénéfiques, sont vraiment à envisager comme des leviers, très loin de la vision soustractive et la vision interférence négative qu'on a pu avoir longtemps et qui reste malheureusement encore beaucoup présente dans les représentations des personnes, des étudiants aussi, et des enseignants. Et voilà quelques pistes qui se dégagent de ce que j'ai dit, je ne fais que me répéter, mais important de rendre explicite les genres de textes qu'on produit dans ces consignes, dans les modèles qu'on donne. Important d'outiller l'étudiant
pour qu'il développe ses compétences grammaticales, lexicales. Au Québec, par exemple, dans l'université où j'ai enquêté, ils utilisent beaucoup Antidote, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel de correction plus abouti, je vais dire plus évolué que Word, et qui soulage beaucoup les étudiants justement pour la correction de leurs textes et leur permet de se concentrer sur autre chose, comme je le disais. Intéressant d'essayer de développer des stratégies d'étayage, d'accompagnement, de différenciation aussi, même si je sais que ça peut être très difficile. Ça, on pourra en reparler si vous voulez. Et alors, je voulais simplement vous montrer qu'on essaye d'aider aussi ces étudiants. Je ne suis pas du tout la seule. Il y a une équipe derrière ce projet-là, en l'occurrence, et puis il y a d'autres choses du même type qui se font ailleurs. Je vous montre, voilà, ça c'est parce que autant Antidote, ça coûte de l'argent, autant ça c'est un outil qu'on essaie de développer et qui sera totalement gratuit en ligne, et donc qui vise à soutenir les étudiants justement allophones dans leur production d'écrits académiques. Et comme je travaille là-dessus avec Olivier de Zutter, qui est lui spécialiste du français langue maternelle, et qui me disait c'est tout à fait un outil qu'on pourrait aussi proposer à nos étudiants francophones. Et j'en suis persuadée, parce que je plaide bien sûr pour ce continuum entre ce qu'on peut faire en FLE, comme Marie-Christine le disait tout à l'heure, français sur objectif universitaire, puis ce qu'on peut proposer en français, ce qu'on peut faire en français langue maternelle. Et voilà, donc c'est en cours, ça existera, je ne sais pas encore où on va l'héberger, mais on diffusera le jour où il sera prêt. Vous voyez, donc on s'est concentré sur des différents aspects qui nous semblaient intéressants, autant le fait de pouvoir s'organiser aussi, ça fait partie, l'apprentissage, la méthodologie dans l'enseignement supérieur, la question du genre, la question du positionnement du sujet scripteur dans son texte, etc. Je m'arrête. Voilà. Désolée d'avoir débordé.